Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vu que je suis dans mon périple dans le Schnorr chez nos cousins, merci de nous recevoir Mhm. dans ton studio. Waouh, c'est un vrai studio. Voilà, c'est pas, ça rigole pas. Donc si tu pouvais, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au début des années 80, qu'est-ce qui t'intéressait en musique électronique. Après petit à petit, tu vois, on va monter la house, la new beat, la techno, Ok. etc. À l'époque, j'écoute Fort New Wave en fait. Quand même beaucoup de gens en fait. Assez Depeche Mode, Anne Clark, ce genre de choses. Enfin, les trucs assez dark, j'aimais beaucoup. Et j'adorais ce qui était vraiment plus qu'électronique, c'était la musique pour les jeux vidéo en fait. Sur Commodore 64, tout ça, les trucs que les gens écoutent maintenant, ça fait un peu Game Boy, mais à l'époque, c'était quand même pas mal. Et j'ai commencé par là en fait. Alors, si on reste un tout petit peu plus sur le côté, tu vois, pré-ado, tout ça, tu écoutais de la New Wave, de la Cold Wave. Comment tu as perçu l'arrivée de la house music, de la New Beat? Parce que c'était un moment assez crucial. Bah moi, c'était en Allemagne. Parce que je suis parti habiter en Allemagne à l'âge de 14 ans, pendant un an et demi. Et à l'époque, il y avait les vieux titres. Enfin, ça commençait un peu avec, comme je disais, avec les Abfahrt. Il y avait à l'époque des trucs plus commerciaux comme S-Express et tout ça. Et c'était l'époque où je commençais à sortir. Donc c'était le big wa quoi. C'est pour ça qu'on ne me sortais pas avant du tout ni rien. Donc c'est surtout ça qui m'a plu en fait. Puis il y a toujours le côté électronique, mais bon, sorti du jeu vidéo, mais beaucoup plus puissant quoi. Ah, c'est intéressant. Donc, tu as connu les clubs en Allemagne à cette époque-là. Ouais. Alors, où? Vas-y. À Düsseldorf. D'accord. Et j'allais sur Cologne pour sortir. Et je vivais chez un copain. Et puis pour me faire un peu d'argent, je faisais la plonge dans les bars, dans la vieille ville, avec ma sortie de territoire que ma mère m'avait donnée, quoi. Je devais rester 2 3 semaines, puis après je dis, oh, je vais rester un peu plus longtemps. Et je suis resté un an et demi. Au niveau du vinyle, vu que c'est un format qui nous tient à cœur, est-ce que tu achetais des disques vinyles? Si oui, où tu les achetais? Ouais. Quand je suis revenu, en fait, plus tard, plutôt vers 18 19 ans, quand je suis revenu en France, en fait, j'ai acheté un Menin. Il y a un magasin qui s'appelait Disco Smash. En Belgique, hein. Ouais, il y avait un Moucron, c'était Dicky. Diki à Stamoucron, ouais. Ouais, il me Ouais, semble, c'est c'était ça, ce c'est nom-là. ça. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, bah, j'avais mes 3 platines Stanton. Et puis, j'avais pas tant de vinyle que ça, mais j'en avais quoi, 500 ou 1000 à peu près. D'accord. Pour se replonger un petit peu dans l'arrivée de la techno, toi, tu as pris vraiment. Parce que là, on parle de la période un peu, tu vois, post-new beat, house music. Comment tu as vécu la techno et quel type de techno t'a plu au début? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Moi, c'était beaucoup, en fait, bah, à l'époque, ce que Fifi jouait, qui est très connu en Belgique, et notamment l'extrême. Lundi, ce que je sortais beaucoup, en fait. Donc, je sortais du jeudi jusqu'au lundi soir. Donc, donc, je sortais quand même pas mal. Et en fait, mais c'était vraiment le son allemand. Déjà à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était son allemand, Oliver Lieb et tout ça. D'accord, donc. Ah oui, You d'accord. Mate et tout ça, c'est vraiment des trucs que j'adorais, quoi. D'accord. Après, le côté plus, on va dire belge, entre guillemets. Oui. Hollandais, ça tabassait déjà, quoi. Les Hollandais, ils aimaient bien déjà les trucs plus rapides. Mais c'était vraiment tout ce côté un peu trans-germanique, tout ça que j'adorais. À l'époque de Pascal Féos, ouais, il y avait Pascal Féos, Oliver Lieb, tous ces gens-là, en fait. Parce que là, tu as parlé de Fifi. Quels ont été les DJ, déjà dans un premier temps, qui t'ont un peu marqué? Et après, tu as commencé à en parler, mais des Mhm. artistes, si tu peux nous dire un peu des artistes qui t'ont un peu donné Euh, cette passion-là. Bah, moi, j'ai commencé. En fait, c'est un peu spécial parce qu'en fait, quand je fais déjà la musique pour des intros de pirates sur les ordinateurs, et j'ai pas mal de gens en fait sur la scène Amiga qui commencent à partir dans ce domaine-là. Comme Robert Babitz par exemple et tout à l'époque Mhm, avec. mhm. Et Robacide. ouais, voilà. Et on est très potes encore maintenant. Et en fait, il m'a dit ouais, mais c'est con, ouais, plutôt que de t'imiter sur un tracker avec 4 voix, tu veux pas te prendre des machines, faire des sons et tout. Et j'ai commencé comme ça. Et à l'époque, les artistes que j'appréciais vraiment, c'était Liver Lib, Sven Väth aussi. Beaucoup des artistes américains comme Kevin Sanderson, voilà. Ces gens-là en fait, hein. Après, localement ici, j'ai jamais, bien que je sois du Nord, je côtoie très très peu de gens dans la région. D'accord. Ça, Oui, c'est- effectivement, les influences que tu cites, c'est plutôt rare dans le. Il y avait tellement d'explosions ici, un petit peu plus loin en Ouais, Marco Belgique, hein, Bellet ou des trucs. que c'est vrai que c'est. Ouais, on sent que ouais, le côté allemand, américain Ouais, qui ouais, t'a moi, c'est touché un plus peu ça, plus, quoi. hein. Vraiment le son détroit et après le son allemand. D'accord. Pour revenir sur la compo, tu as commencé sur les trackers. Donc pour ceux qui ont connu ça, les trackers, bon, c'est. Ben, vas-y, explique-nous ce que c'est. Bah, c'est un séquenceur vertical en fait, simplement avec les notations américaines en fait. Et je travaille encore dessus, hein. Je suis un des rares aujourd'hui qui n'utilise pas Ableton, hein. Ah oui, tu étais d'accord encore aujourd'hui. Ouais, non. Ça fait 3 ans que je me dis je vais apprendre. J'ai la licence, hein. J'ai même mis à jour pour le 11. Et, je sais me débrouiller avec, hein, mais c'est pas ça. Mais je reste avec mon tracker. Il y a un tracker actuellement qui s'appelle Renoise,
qui coûte 69 €. C'est quand même moins cher que l'œuvre. Et en fait, qui prend tous les VST. MIDI, il prend, même en MIDI, il prend tout ce qui est les contrôleurs CC, tous les anciens systèmes, il les reconnaît. Alors qu'avec Ableton, en fait, il faut souvent rajouter, travailler avec Max pour avoir des extensions, pour prendre le NRPM et tout ça, alors que là, tout il fonctionne en natif pour 69 €. Tu es le premier, je crois, pourtant on en a vu des artistes qui, je crois, travaillent sur Tracker, surtout avec un studio, un vrai studio. Ouais. Parce que je te demandais si tu as des VST, non, pas trop. Le seul que j'utilise en fait en VST, c'est les effets en fait. Il y a une carte DSP, une carte UAD, il n'y a que ça que j'utilise en fait. Après, il y a des très bons VST, hein. Il y a des VST qui sont super, mais bon, c'est pas trop mon truc, quoi. Ouais, ok. Je suis un peu old school. Juste pour la partie DJ, est-ce que tu as été DJ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré? Est-ce que tu as eu une expérience en tant que DJ? J'ai mixé à l'époque sur du vinyle, tout ça, parce que j'en avais à la maison. Ouais. Mais c'est vraiment un truc qui m'a jamais attiré. J'ai refusé plein de dates depuis que j'ai lancé mon projet Klaus. Et j'ai tout le temps refusé, en fait. Pour moi, c'est chacun son métier. Un DJ, maintenant, les DJ sont compositeurs parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir jouer. Et les compositeurs, pour gagner leur vie, ils sont obligés de devenir DJ. Mais c'est pas... À la base, c'est deux métiers différents. On ne demande pas à un boucher d'être poissonnier, quoi. Pour moi, c'est pareil. Donc, comme j'ai l'opportunité d'avoir une carrière à côté, je préfère garder la musique vraiment comme une passion, quoi. D'accord. Alors pour revenir un petit peu dans le passé, tu as commencé sur les trackers à faire de la musique. Quelles ont été ou quelle a été ta première machine ou tes premières machines? Et voilà. La première machine que j'ai eue, c'était un Juno 6. 6? Ouais. Ah, même pas le 60, le 6 quoi. Ouais. Gros son, pas du tout MIDI. Voilà. Et après, au début, j'ai eu pas mal de Roland. Et après, j'étais un peu fatigué des sons Roland, en fait, parce que c'est surentendu. C'est des super machines, mais tous les classiques de la New Wave ont utilisé du Roland à l'époque. Et je suis plutôt Korg, en fait, bizarrement. Je trouve que Korg, en fait, si on prend l'exemple, un Juno 106, où on regarde la cote aujourd'hui, c'est très cher. Alors que si on prend un Poly 6, ou alors même un Poly 61, qui est beaucoup moins cher, ça fait le job. Aussi bien, voire mieux. Enfin, après, c'est une question de goût, hein, mais à un quart du prix, quoi. Je prends l'exemple ici, j'ai un Prologue, par exemple. Il est très simple, il n'y a qu'un LFO, tout ça, mais il a un super son, et il est vraiment sous-coté, quoi. Après, bon, Roland, ils ont une histoire, hein. Il y a l'ATB, tout ça, donc forcément, c'est des bonnes machines. Mais bon, un son Roland, on l'entend tout de suite dans un morceau, quoi. Mais quand est-ce que tu as basculé vers de ce côté tout analogique à ces nouvelles machines en fait, qui permettent d'avoir le bon et pas le mauvais? Il y a 7-8 ans, à peu près. Parce que j'avais un budget, en fait, de réparation de fou. Vraiment, quoi. Et puis, au final, au jour d'aujourd'hui, bon... La plupart, je ne vais pas dire tout le monde, mais il y a 70 à 80% des gens, ils écoutent ça sur leur téléphone, sur Spotify, etc. C'est comme l'éternel guéguerre, du vrai analo, de la vraie TB303 ou pas. En solo, je veux bien, en live, je veux bien qu'on puisse vraiment déceler une différence. Et encore, il faut avoir l'oreille musicale. Mais en fait, dans un mix, on n'entend pas. Je veux dire, même les gens qui utilisent des plugins, maintenant, il y a des trucs fabuleux, quoi. Moi, j'aime pas travailler à la souris, j'ai besoin d'avoir le contact avec une machine, tout ça, je trouve que c'est plus agréable. Mais il n'y a plus de réel intérêt à avoir à part l'effet collectionneur et l'effet de dire j'ai pas pu me l'acheter étant jeune, je me l'achète maintenant. Mais comme par exemple un Korg PS 3300, ça coûte 28 000 € d'occasion, quoi. Et ça peut tomber en panne du jour au lendemain. Moi j'avais un CS80, s'il tombait en panne, il n'y a pas de pièce de rechange. L'Andromeda c'est pareil, hein, j'en ai deux pour ça. Parce que le jour qu'il y a un filtre qui tombe en panne ou quoi, c'est fini, quoi. Alors de nos jours, qu'est-ce que tu trouves qui te plaît le plus dans la musique électronique? Je suis assez large, hein, ça peut être de la technologie, ça peut être de la scène techno, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout. Qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui en 2024? Honnêtement, m'acheter des synthés. La possibilité, ouais, c'est... ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Donc j'ai démarré mon projet Klaus il y a 10 ans, je crois. Je ne vais pas de bêtises, ouais, à peu près 10 ans. Mais depuis l'âge de 20 ans, je fais des morceaux. Donc, en fait, j'aime bien. En fait, j'ai fait un peu plein de choses, en fait, même la drum and bass et tout ça. Donc, je suis pas cantonné vraiment que à la techno. Après, ce qui me plaît maintenant, en fait, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes, notamment en France. Je trouve qu'en France, ça se développe vraiment bien. Depuis 4-5 ans, il y a déjà une paire d'années, j'avais fait aussi un remix pour Théo. Et, qui est un super gars en fait, qui est de Montpellier ou Toulouse, je sais plus. Enfin, il est dans le sud, ça c'est sûr. Mais qui est vraiment un super artiste. Comme on en parlait un peu avant, il y a aussi Alson, qui est pour moi un qui va vraiment monter sur la scène française. Et je trouve ça c'est vraiment très très bien, c'est vraiment développé. Alors qu'avant, la grosse majorité des artistes connus, ça restait quand même dans les pays du Nord, quoi.
Et là, c'est en train de changer, ce qui est pas mal. On commence vraiment à avoir une vraie scène techno, surtout techno-mélodique d'ailleurs en France. Ouais. Alors là, je vais être plus précis. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans la scène électronique, la scène techno? Ouais. Ben, je trouve qu'on a perdu le côté underground, clairement. Depuis que, alors je sais pas il y a beaucoup de gens qui ont investi dans les gros festivals, etc. Et le côté festival, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment, quoi. Et j'ai toujours préféré, même quand je sortais, le côté intimiste des clubs, tout ça. Chaque club avait son ambiance et tout ça. Le côté festival avec 25 000 personnes, avec des DJ qui mixent même plus parce qu'il faut que ça soit synchro avec les feux d'artifice. Enfin, je trouve pas ça tip top. Et il y a une tendance, je trouve vraiment. Je vais prendre un exemple. Il y a des artistes qui sont très connus comme Fideles et tout ça et tout. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde repart carrément vraiment dans la direction de l'EDM, quoi. Et en fait, donc de plus en plus avec des vocaux, tout ça, avec dedans. Et pour moi, enfin, même s'il y a des morceaux qui sont très très bons, hein, je veux dire, des morceaux de Depeche Mode sans le chanteur, ça serait pas Depeche Mode, c'est clair. Par contre, je trouve des fois en musique électronique, on prend n'importe quelle voix pour dire que ça soit chanté, et c'est des cache-misères, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un track qui est tout simple derrière, tout est couvert par la voix, et ils s'engouffrent tout là-dedans. Et comme moi, j'aime vraiment tout ce qui est mélodie, côté synthétique, le son des synthés. Dès qu'il n'y a que de la voix et puis juste une rythmique derrière, ça me saoule un petit peu. Alors pour ceux qui ne savent pas, effectivement, tout en gardant le secret, il faut savoir que tu es on va dire un ghostwriter, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, j'étais. Tu étais un ghostwriter. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Évidemment, ça rentrait dans les secrets, mais comment tu as vécu ça? Comment ça se passe un petit peu? Moi, c'était par relation, en fait. Parce que je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Et avant, on n'en parlait pas. Je prends l'exemple de Tiesto, par exemple, qui n'a jamais fait un morceau, quasiment. Alors bien sûr, les artistes qui déjà ils restent à côté avec le compositeur, ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. Mais lui, il a l'honnêteté de l'avouer, mais il y a énormément d'artistes. Quand on voit des gens, par exemple, qui tournent 3 à 4 jours par semaine et qui font les trajets avec les avions et qui sortent en même temps 3 EP dans le mois, il faut se poser la question, quand est-ce que le gars le fait? Je veux bien que les VST permettent beaucoup de choses et qu'on peut faire ça dans un avion. Mais moi, en fait, c'était surtout le côté, c'est qu'en fait, ça me permettait d'acheter des machines, tout simplement. Aujourd'hui, si on sort un morceau, moi je travaille avec le label Stay OK en Allemagne, qui sont des gens très sérieux, tout ça et tout, mais le marché fait que beaucoup de gens écoutent la musique en streaming. Les seules vraies ressources pour vivre dans la musique, il faut tourner. Donc moi, j'ai pas l'envie ni la possibilité de le faire parce que j'ai un travail à côté. Et en fait, les ventes des morceaux, ça rapporte vraiment pas beaucoup, hein. Je veux dire, je crois que ça couvre mon électricité pour le studio, c'est tout. Donc le fait de faire du ghostwriting pour des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très très bons DJ, mais ils n'ont pas l'âme d'un compositeur, ce qui peut se comprendre. Et en fait, eux, ils ont besoin de ça, c'est leur carte de visite pour obtenir des dates pour pouvoir tourner. Donc tout le monde trouve son compte, il y a des gens qui ont des gros cachets, parce qu'au plus ils montent, ils ont des gros cachets pour pouvoir tourner dans les festivals, tout ça. Et en contrepartie, on fait les morceaux, mais ça permet d'acheter toutes les machines. C'est de la sous-traitance un peu. Ouais, si voilà. on peut dire ça comme ça. Je veux dire, si je comptais que sur les royalties, par exemple, sur Cloud, en 10 ans, j'ai dû sortir 250 ou 260 morceaux. Ça suffirait même pas à payer la moitié de mon studio. Et encore, je suis très large, quoi, peut-être un tiers, quoi. Donc, par exemple, un exemple, quand j'ai acheté mes moniteurs. Ah oui, ça c'est du costaud. Je sais pas si vous voyez de là, mais c'est là chez Focal, c'est du lourd. Bon, par exemple, ces Focal-là, je les ai négociés contre un album. Ah d'accord, ouais. Voilà. J'ai dit, je fais l'album, il n'y a pas de problème, mais je veux les Focal. Excellent. Parce que j'avais les plus petites avant, les Twin BE6. Et j'ai dit, ça marche quand même bien, mais j'aimerais bien avoir au-dessus. Donc j'ai négocié contre un album. En temps normal, avec les royalties, c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Mais voilà, il faut vraiment faire du live. Et comme moi, je suis quelqu'un d'introverti. C'est ça, j'allais te dire, c'est vrai que tu as quelque part, tu as tout pour. Ouais, voilà, tu le sens pas. De... Ouais. Le problème, c'est que je suis sorti pendant des années en boîte de nuit. Et je veux dire que je commence à être un vieux. C'est un peu redondant, quoi. Il y a toujours le gars un petit peu bourré, c'est le meilleur pote de la soirée qui tue les tympans dans l'oreille. Il y a la star de la soirée qui est la plus belle, etc. Enfin, plus tous les gens un peu déchirés, ça il y en a quand même aussi. Donc moi je sortais vraiment, c'est pour la musique en fait. C'est-à-dire quand même quand je sortais en club, il pouvait y avoir 50 000 personnes autour, je me concentrais sur la musique toujours. Aller jouer, tout ça et tout, il y a peut-être une appréhension aussi, hein. Je me dis, je vais pas me faire violence, avoir le trac, aller vomir derrière la scène avant de démarrer. Et je suis très perfectionniste. Donc ici, s'il y a une erreur, il y a un truc qui fonctionne pas, je rectifie, ça sort pas du studio. Si ça arrive en live, alors là, je crois que je m'en remettrai pas. J'ai connu des artistes que je citerai pas qui étaient comme toi très perfectionnistes, qui se rendaient malades parce que le live ne s'était pas bien passé, mais vraiment malades à s'enfermer dans le backstage après
et à péter un plomb. Et c'est vrai que c'est un risque qui était Voilà. hyper. Ouais, voilà. Et puis c'est beaucoup de travail. J'avais parlé par exemple d'artistes comme Théo, qui fait que du live, hein, donc il fait pas de DJ set ou quoi que ce soit. Et je me souviens, je lui avais posé la question. Son premier live set, ça lui avait pris près de 6 mois de préparation. On joue pas un live set comme on va jouer un morceau, enchaîner les morceaux comme un DJ, quoi. Faut vraiment interagir avec toutes les parts. C'est vraiment du travail, quoi. Et il faut savoir que moi, avec mon travail, j'ai un travail dans la vie, maintenant moins, mais il y a une époque, j'étais quand même parti 3 à 6 mois dans l'année en Asie, quoi. Donc si jamais le peu de temps qui restait pour ma famille pour revenir, c'était pour le passer à sortir dans les boîtes pour jouer, c'est pas possible, quoi. Il faut faire un choix. Je vais te poser la question Back to the Past. Cette question, on aime bien. Si tu prends la DeLorean, c'est comme dans Retour vers le futur. Tu peux choisir dans le converteur temporel une date et un lieu passé, que tu as vécu ou non. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. Ça serait où et ça serait quand? Je dirais dans les années 60 aux États-Unis. C'est toujours fasciné, quoi, que les vieux frigos roses et puis les bars à milkshake et tout ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté insouciant à cette époque-là que j'aime bien, en fait. Mais ouais, sinon j'irai là. Si j'avais un deuxième choix, je retournerai la première fois où j'ai été au Boccaccio. Ma première fois. Tu peux nous en parler de cette première fois au Boccaccio? Ouais, j'avais 16 ans. Et il y avait des videurs impressionnants en plus. Je me souviens toujours, c'était un grand balèze moustachu. Et pour être sûr de pouvoir rentrer, je tenais l'autoradio de mon ami pour faire croire que j'étais le conducteur. Je ne devais pas être crédible, mais je me suis dit, je suis passé. Et là, quand je suis arrivé la première fois au Boccaccio, c'était waouh. Là, j'étais vraiment, là, ça m'a mis une claque, quoi. Et après, même en repartant, je me souviens, j'avais laissé tout ce qui me restait, même les billets, tout ça, pour boire, en me disant la prochaine fois que je viens, il va me laisser rentrer. Mais ouais, c'était quand même une autre époque, je trouve, au niveau du clubbing et tout ça. Ouais. Le DJ, c'était qui ce soir-là? Je crois que c'était Olivier Peters. Olivier Peters, ouais. Il me semble. À l'époque, il me semble que c'était lui. Hein. Ouais, c'était fin. C'était au tout début. Fin des années 80 alors. Je suis né en 73, donc ça fait 83, ça fait 89. Ouais, c'est ça. Ouais. Pile à l'explosion New Beat et juste avant que la techno explose aussi. Voilà. Donc la meilleure époque, quoi. Avec quel artiste tu aurais rêvé? Alors, 2 questions. Quel artiste avec qui tu aurais rêvé faire une collaboration, mais c'est quasiment pas possible, tu vois, c'est un rêve de gamin. Et puis un artiste avec qui c'est possible et il faudrait juste l'organiser pour que ça se fasse. Bah, qui c'est possible, c'est Alsot, je lui ai proposé ce matin. D'accord. Donc, il faisait un live sur Twitch, en fait. Quand il compose, il se met souvent en live, ce qui est sympa pour les gens qui suivent. Et en fait, je lui ai proposé, parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Après, quelqu'un d'impossible, je sais pas vraiment, en fait. Ah, ça serait pour Depeche Mode à ce moment-là. Ouais. Je dirais Depeche Mode, parce que quand on regarde dans la durée, ils sont toujours là, ils savent se renouveler. Et quand on voit tous les groupes qu'il y a eu en New Wave avant, il y en a eu énormément. La plupart ont disparu. Il y en a qui essayent de se raccrocher, comme The Cure, etc. Mais bon, on voit qu'il y a vécu, quoi. Et moi je pars du principe que la musique, même s'il y a toujours du déjà vu, on s'inspire toujours, il y a toujours un renouvellement quand même, on essaie d'inventer des choses, tout ça et tout. Et j'ai du mal pour les gens qui... Je peux comprendre, hein, mais les gens qui se plongent toujours dans le passé en disant « ouais, c'était mieux avant », etc. J'ai du mal avec ça, quoi. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité prochaine, des projets que tu as, je sais pas, des EP, des albums, je sais pas, tes projets, ce qui va se passer prochainement? Ouais, j'ai un track qui va sortir qui s'appelle Flavie, et je vais bientôt me marier. Ah, elle est là, elle est juste derrière la caméra. Voilà. Donc un track que j'ai fait pour elle qui sort, je sais pas le bêtise, le 15 mars. D'accord. Ouais, c'est ça, parce que j'ai du mal avec les dates, moi. Okay. Mais qui va faire partie aussi du double album anniversaire de Stay OK. Donc qui sortira en vinyle. Donc c'est ça. J'ai un EP Resilient Earth qui sort également sur Stay OK au mois d'avril, le 15 avril. Je suis désolé pour les dates, mais voilà, ça va arriver. Printemps 2024. Et je suis en train de travailler sur mon deuxième album, qui devrait sortir dès qu'il sera fini. Toujours pareil, ça. Faut pas donner de date parce que c'est toujours le. Ah mais oui, j'ai une deadline par le label. Ah, t'as quand même une deadline, ouais, parce que. Et alors, si on veut te suivre ou si on veut écouter ta musique, bah, ça dépend de ce que les gens préfèrent. En fait, je suis disponible un peu partout, donc ça dépend de ce qui est amusant, c'est qu'en fait, selon les plateformes, ça diffère selon les pays. Par exemple, pour tout ce qui est pays de l'Est, Ukraine et Russie, ils sont beaucoup sur Apple Music. J'ai beaucoup de followers sur Apple Music, alors que par contre, au niveau européen et américain, c'est beaucoup plus sur Spotify. Ouais. Exact. Mais sinon, après, je dirais, il y a Beatport, hein, pour tous les gens qui achètent des morceaux. Là, on peut trouver. Est-ce que tu as un Bandcamp? Ouais, bien sûr. Ah ouais. J'ai une partie, j'ai des morceaux exclusifs qui sont dessus, qui sont pas été publiés par des labels. L'intérêt de Bandcamp, et puis c'est en direct avec l'artiste. Et il y a aussi, en fait, directement le label qui est
qui gère le compte avec moi, où là, toutes les releases sont proposées également sur cette plateforme-là. D'accord. Ouais. C'est quoi le nom? Donc, si on veut y aller, on tape. Klaus SG. D'accord. Donc c'est LAWZ. Klaus SG. De toute façon, on SG. mettra tout Voilà. avec les liens, c'est plus facile. Ouais, Des sinon, fois, à l'oreille, après, je suis un peu surtout. Bon, je suis pas très réseaux sociaux, peut-être dû à mon âge avancé. Mais non, c'est surtout qu'en fait, je préfère passer du temps sur mes machines à faire des sons que de passer mon temps à faire de la promotion. Je suis très très mauvais là-dedans d'ailleurs. Mais tant qu'on peut avoir accès à ta musique, c'est ouais, essentiel. de toute façon, j'ai une page sur Facebook, je suis sur Instagram. Ok, je noterai aussi. J'ai commencé TikTok récemment. Ouais. Très très grand progrès pour moi. Ah ouais, même nous on l'a pas fait. Alors, Voilà. Mais après, ouais, non, ça reste. Je suis vraiment pas très réseaux sociaux. De temps en temps, je poste des vidéos, tout le monde me dit il faut mettre des vidéos. Et c'est vrai que le problème que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est que si on poste des vidéos sur la musique ou quoi, bon, on a un certain intérêt. Par contre, si je poste une vidéo de mon chat en train de faire une bêtise à la maison, alors là, je double mes likes. Donc il faudrait peut-être que j'apprenne la musique à mes chats. peut-être si tu lui apprends à appuyer sur les synthés, ça, c'est sûr que tu vas faire Ouais. des vues. Voilà. Bon, Sylvain, écoute, encore merci beaucoup d'avoir accepté, parce que je sais que tu fais pas beaucoup d'interviews. Merci beaucoup Très bien. d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à Carole d'avoir permis ça. Et écoute, on suit tout ce que tu vas faire, tous les liens en description. Mhm. Et à la prochaine. Ok, merci beaucoup.